Pour moi, un bon look, déjà, c'est quelque chose qui retransmet une émotion. La tournesol. Je m'appelle Sophie Fontanelle, je suis critique de mode. Je travaille dans la mode depuis 875 ans. Et je suis tombée dans ce seau. Et maintenant, paraît-il, on ne voit plus que mes cheveux tellement je suis dedans. J'adore ce métier, vraiment. C'est une vocation. Salut, moi c'est Gilles Gattegno. Je suis styliste sur des tournages depuis 3 ans. Je travaille avec plein d'artistes différents, plein de marques différentes. Et avant ça, je travaillais pour une marque qui s'appelle Pigalle en tant qu'assistante / tout, comme beaucoup de fois dans la mode quand on commence. Et c'est là où j'ai vraiment découvert mon amour pour la création, pour la mode, pour la couleur et où j'ai vraiment trouvé mon style. Et bien voilà, ça commence. Let's go. Merci d'être venu. C'est peut-être bien pour vous de nous rencontrer, mais c'est bien aussi pour nous de vous rencontrer en fait. Et on va parler aujourd'hui de comment entrer dans la mode et on va essayer toutes les deux de vous démontrer que c'est le bon moment pour votre génération pour entrer dans la mode, quoi. Jamais ce milieu n'a eu autant besoin d'un esprit nouveau. Moi, je suis née en 1962, donc en même temps que vos grands-parents. Et je suis née à Paris, intramuros. Vous venez du Grand Paris. Et votre Grand Paris, sans S, c'est justement de venir bousculer quelque chose qui est un establishment, quelque chose qui est figé, quelque chose qui se renouvelle de génération en génération et qui est arrivé à la fin de son système. Première fin du système, on va commencer la discussion avec vous là-dessus, c'est les magazines. Moi, j'étais une adolescente qui regardait les magazines. Aujourd'hui, vous allez nous dire, on va vous le demander, si vous lisez les magazines, mais dans un magazine, souvent, à part des magazines alternatifs, ça c'est sûr que ça nous parle, on ne trouve plus la nourriture du style en fait. On ne comprend plus en quoi ça nous parle. Donc moi j'ai travaillé pendant des années dans des magazines en ressentant déjà ça, en comprenant plus déjà même comment on photographiait les choses. C'est pour ça qu'il y a vraiment une place pour vous. Et toi, les magazines, tu les lis pas? Je lis certains magazines. C'est vrai que moi, personnellement, je préfère les magazines un peu plus alternatifs, sans citer de gros noms pour pas me mettre des magazines ados. Mais c'est vrai que je feuillette moins les magazines parce que pour moi, c'est un peu moins intéressant parce que tout est devenu une histoire de commerce et de pub. Et ça ne m'intéresse pas de dépenser 10-15 euros pour feuilleter des pubs. Donc c'est un peu ce côté-là que je trouve dérangeant dans les grosses enseignes de magazines. D'autant plus, moi, dans ce que je fais, j'aime beaucoup mettre en avant les jeunes créateurs. Le costume, le théâtre et aussi mélanger avec du luxe. Mais c'est vrai que dans beaucoup de magazines aujourd'hui, on voit juste les dernières collections de défilés qui sont très belles. Mais personnellement, je vais juste les voir sur Internet et j'ai pas forcément besoin d'acheter un magazine pour ça, quoi. Vous les regardez? Est-ce que quelqu'un achète ici des magazines? Alors c'est vrai que moi avant j'achetais beaucoup les magazines alternatifs, mais c'est vrai que depuis un moment je trouve que les magazines plus traditionnels, les plus connus, ils essayent vraiment d'insuffler un peu un nouveau souffle. Et du coup, je veux vraiment les soutenir pour leur montrer que on est intéressé. Donc là, j'ai recommencé depuis peu à acheter des magazines que j'avais complètement arrêté d'acheter. Comme Elle, Vogue, surtout Vogue. Je trouve que ces temps-ci, ils nous ont fait vraiment un bon travail. Je veux juste leur montrer que merci de nous écouter en fait, et j'espère que ça va continuer, quoi. Moi, je pense que ces magazines, c'est pour ça que je pensais à Elle et à Vogue, ces magazines sont en train de muter parce que des gens de votre âge entrent dedans. C'est-à-dire que s'ils avaient, c'est très juste ce que tu dis sur le choix, s'ils avaient eu la possibilité de rester comme ils étaient, ils seraient restés comme ils étaient, mais ça ne marchait plus. Et c'est justement une nouvelle génération qui arrive et qui apporte, on va en parler, de la diversité et
et puis un refus de l'ennui. Voilà. Donc, c'est vrai que il y a de la beauté dans le classique, mais il y a aussi, je pense que notre génération, on trouve de la beauté aussi dans tout ce qui est un peu weird et hors du cadre et hors de la boîte. Et c'est là que on a deux générations qui s'opposent un peu, parce que voilà, on a les très classiques qui justement veulent continuer à pousser ce côté-là, parce que il y a du beau dans le classique aussi. Mais on a une nouvelle génération hyper intéressante qui pousse les limites, qui est prête à vraiment partir dans des délires hyper intéressants. Et il y a un bon exemple de ça, c'est pour ça que ça commence à bouger dans les magazines. Qu'est-ce que c'est qu'un bon look? Parce que pendant longtemps, un bon look dans un magazine, c'était un jean et un t-shirt pendant des années. On a adoré ça. Il y a eu des photos extraordinaires qui ont été faites avec ça. C'est pas du tout pour dénigrer ça. Puis après, un bon look, on vous vendait le look d'un défilé. Alors qu'un bon look, on le sait ici, même si moi je suis pas de votre génération, on le sait, un bon look, ça peut être des énormes chaussures complètement limites, mises avec un manteau, voilà, mises avec un manteau dont on a retiré la doublure et tout d'un coup les poches gigotent. Et ça, on le voit pas en fait. On le voit pas dans les magazines, et ça va commencer par des gens comme vous. Donc c'est exactement l'illustration de votre arrivée dans ces endroits. Vous allez dire, moi, ça me saoule. Et vous allez apporter quelque chose d'autre. Du coup, moi, pour rebondir, j'ai envie d'ajouter que les magazines traditionnels, en fait, j'en achetais beaucoup quand j'étais plus jeune. Je demandais à ma mère de m'en acheter. Et en fait, ils ont nourri énormément de complexes. Ils ont même créé des complexes dans ma construction en tant que femme. Et du coup, c'est pour ça que j'ai dû, à un âge, en fait, les boycotter, on va dire, parce que en fait, ça ne me servait absolument pas du tout. Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, ils n'avaient plus le choix. Ils étaient obligés de suivre un move. Et du coup, le dernier magazine que j'ai acheté, c'était quand Aya Nakamura a fait la couverture de Vogue. Là, je me suis dit vraiment, ok, je pense que même eux ont compris qu'il fallait du coup suivre une tendance et qu'on avait besoin d'autre chose, quoi. Mais je pense que là, on est vraiment en train de partir dans une direction où les gens qui incorporent les bureaux de ces magazines, les stylistes qui travaillent sur ces projets, les DA, tous ces gens en fait qui participent à la création de l'image, tout est en train de se renouveler. Je vois même des Vogue où maintenant on a des stylistes qui osent mettre des choses un peu plus excentriques, alors qu'avant c'était pas le cas. C'est là que le magazine peut se renouveler. Il y a aussi peut-être que la presse de mode, on peut aller encore plus loin, elle peut peut-être aussi passer par l'invention de nouveaux magazines. Parce que là, on est en train de parler de l'évolution d'un magazine. Les magazines, ils évoluent le couteau sous la gorge. Mais peut-être que vous, si vous avez un amour du papier qui se déclenche, pour l'instant, c'est pas le cas, ou si ça commence à frémir, peut-être que vous allez inventer une façon de faire. Peut-être que le grand journal, comme il y avait Le Monde avant, qui se déplie dans tous les sens, ce sera ça, un magazine de mode, quotidien, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va venir dans votre tête, et heureusement d'ailleurs. C'est parce qu'il y a une chose qui ne fonctionne pas que tout d'un coup, on passe à autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, si on ne parle pas aux gens, en fait, on est dans notre bulle. Notre bulle, elle est transparente, donc tout le monde peut nous détester, en plus. On n'est pas du tout protégé. Et en plus, on voit pas on croit qu'on voit les autres, mais on est dans notre bulle, là, voilà, dans notre petit milieu. Tout d'un coup, il y a eu quelque chose qui n'allait pas, et j'ai tout de suite senti que ces réseaux sociaux qui commençaient à peine à venir, j'ai dit, mais j'étais une des premières là, sur Instagram à arriver, j'ai dit, mais ça va passer par la discussion. Il faut donc des endroits comme on est ici pour que vous compreniez que c'est à vous d'être auto-fabricant de ce que vous voulez faire déjà sur Instagram, sur TikTok, et vous le faites, vous n'avez quasiment pas besoin qu'on vous le dise. Mais voilà, tout ça, ça fait s'écrouler une génération. Je lui veux aucun mal, mais c'est quand même assez sain qu'elle s'écroule. Et vous arrivez. Et il va rester les gens qui arrivent à communiquer. Je sais que j'ai des étudiants dans ma classe qui avaient des super notes
mais par la suite, qui n'ont pas eu des super stages ou qui n'ont pas eu genre des super opportunités de travail parce que ils n'étaient pas ouverts à s'exprimer aux gens autour d'eux et à se libérer un peu de tout ça. Et votre personnalité, c'est vraiment genre ce qui va le plus compter et ce qui va vous faire shine à travers des étudiants de mode. Il y en a beaucoup dans le monde entier et il faut vraiment pouvoir vous démarquer, quoi. Donc, restez vrai à vous-même, utilisez les plateformes, c'est ultra important. Et n'ayez pas peur aussi d'aller vers les gens et de leur dire ce que vous voulez, parce que c'est comme ça qu'on attrape. Et puis aussi, aujourd'hui, quand on veut prendre quelqu'un dans un métier de la mode, on va regarder son compte Instagram ou son compte TikTok. C'est la vérité, c'est pas de l'espionnage. On va regarder pour voir ce qu'il montre. De lui. À un moment donné, il y a une mécanique dans l'esprit qui doit se faire. On doit se dire, ok, je sais que j'ai un peu peur de montrer ou de montrer ce que j'aime, mais il va quand même falloir le faire parce que c'est une immense force en fait. Ça vaut tous les CV de faire ça. Le nombre de mannequins qui sont recrutés comme ça, la diversité physique des mannequins, elle vient en grande partie des castings sauvages qui sont faits comme ça sur Instagram. Donc c'est quelque chose de très intéressant de comprendre que ces outils, ils sont narcissiques, mais qu'ils sont aussi bien autre chose que narcissiques. Toi, tu es là, tu essaies de te créer un look, tu essaies de survivre, en fait. Quand tu survives, c'est te mettre au-dessus de la vie, de te sublimer, en fait, et on te dit, ouais, c'est narcissique. Mais c'est juste aussi très courageux, et on le sait tous. Que déjà, rien que de s'habiller pas comme les autres, c'est courageux. Est-ce que la génération 2.0, voire même 3.0, par rapport aux réseaux sociaux et tout ce qui se fait sur Internet, est-ce que ça va plus perdurer dans le temps que, par exemple, la presse, justement, le journal, en papier, tout ça? Ah, mais c'est sûr. Ouais. Là, on est carrément en train de parler de métaverse et de virtual reality. NFT, tout ça, En fait, la vie, elle va tellement vite et la technologie et voilà l'évolution que le papier, dans quelques années, ce sera juste quelque chose que tu as pour décorer ta cheminée, tu vois. C'est triste à dire, mais honnêtement, là, maintenant, ce qui compte, vraiment, c'est ce qu'il y a... Ce sera un produit de luxe. Ouais, voilà, exactement. Et tu parles de génération 3.0 et tout, tu vois. Oui, on fera des défilés en métaverse. Moi, je sais que j'ai déjà fait des meetings clients en métaverse, tu vois. On parle aussi de renouvellement, mais il y a aussi un contexte assez sanitaire aussi, qui est le Covid, qui a un peu poussé, j'ai envie de dire, les marques à s'adapter au monde virtuel, comme les défilés que maintenant on peut voir depuis leur compte Instagram à distance. On parle de génération du coup qui bouge et bouscule un peu tout, mais c'est aussi dans le contexte dans lequel on vit qui pousse ces marques à s'adapter. Et j'ai envie de dire que quand ce contexte va se terminer, peut-être que du coup les gens là vont vouloir aller se rendre dans les magasins, acheter des magazines comme vous avez dit, et un peu aussi je sais pas, perturber tout ça parce qu'on veut revenir au monde d'avant qui n'est pas virtuel. Je pense qu'il y aura toujours des gens qui voudront que ce soit comme avant. Pour beaucoup de gens dans ce métier, ça veut dire continuer à gagner de l'argent. On va parler d'Alessandro Michele et de Demna chez Balenciaga. C'est que il y a quand même, c'est en train de bouger. Les directeurs artistiques il y en a qui disent ça va pas se passer comme ça en fait. On va s'y prendre autrement. Donc ils font de l'argent, mais en essayant d'inclure là-dedans des valeurs très intéressantes. Voilà. Donc je pense qu'on va pas revenir au monde d'avant. Moi, par exemple, là, ça fait 1 an que j'ai commencé en autodidacte, 1 an et demi, à être styliste sur Marseille pour pas mal d'artistes. Et en fait, le problème, dans un premier temps, auquel je me suis confronté, c'est que je suis monté plusieurs fois sur Paris, j'ai essayé plusieurs fois par mail de contacter que ce soit des bureaux de presse, des showrooms, mais étant donné que la plus grande communauté que sur les 5-6 artistes que j'habille, c'est 15 000, 16 000 abonnés, et j'ai l'impression que je manque de légitimité en fait, et je sais pas ce qui me manque entre guillemets comme légitimité à part que ce soit du réseautage ou de l'expérience avec justement les gens qui ont déjà ces showrooms ou ces entreprises pour qu'ils acceptent de justement ne serait-ce qu'ouvrir la discussion avec moi. Alors moi en tant que styliste, du coup je peux te dire, je pense que c'est pas toi. Voilà. Et le prends pas personnellement. Non, bien sûr.
Tu bosses avec des artistes de rap? Ouais, essentiellement. Ouais, c'est pas toi. Ouais. C'est surtout Rap FR. Moi, je sais que j'en ai pas mal fait en début de carrière. Et je me suis fait recaler, mais genre, à pleurer devant mon ordi, tu vois. En fait, les marques de luxe, elles ne soutiennent pas ces artistes-là. Malheureusement, c'est comme ça. En fait, les marques, elles ont besoin d'avoir un intérêt. Genre, pourquoi est-ce qu'elles placent cette marque dans ce projet? Est-ce qu'elles ont un crédit? Est-ce que l'image leur parle de malade, le message et tout? Si tu coches pas ces cases-là, t'auras... Ouais, je comprends. Si c'est en anglais et qu'elles ne comprennent pas trop les paroles, ça va déjà mieux. Exactement. Si c'est en français, il faut dans les endroits, dans les grands bureaux de presse, il faut des gens avec un cerveau fait pour ça, qui va trouver le discours qui va avec, parce qu'en fait, tout vient de comment est-ce que tu fais, pourquoi cet artiste est là, comment tu défends, pourquoi tu défends que telle marque le porte. Dans tous les bureaux de presse, il y a quelqu'un qui s'occupe de l'influence. Okay. Et on a besoin de bons gens en influence. Donc, et en fait, il faudrait arriver à entrer stagiaire dans ces endroits en disant voilà, moi, laissez-moi imaginer quelque chose avec ça. Parce qu'il y a besoin de ça. Et ça dit à quel point il y a des postes à créer, parce que sinon, la personne qui est au showroom et qui passe sa vie à faire des étiquettes sur des vêtements, etc., et à faire des trucs, elle voit arriver un truc, elle voit la tête du rappeur, elle va pas chercher plus loin, en fait. Ouais, alors que si c'est un rappeur, attention, hein, si c'est un Américain, elle voit tout de suite l'intérêt. T'as tout ce que tu Elle veux paye une pour les fortune, Américains. déjà. J'ai un conseil pour toi et je voulais savoir votre avis. Si aujourd'hui les marques elles ne donnent pas crédit à tes artistes, au lieu de chercher en fait à les contacter, moi je pense qu'aujourd'hui il y a plein de petits bureaux de presse de jeunes créateurs et plein en fait tous les créateurs, certains de nous dans cette pièce qui sont en école et qui vont sortir leur collection. Pourquoi pas en fait, au lieu de chercher du crédit là où on t'en donne pas, aller voir en fait tous ces petites personnes. Et je pense que si tous les artistes qui émergent font ça, au contraire, ça se trouve, les énormes bureaux de presse auront vachement moins d'influence. Et après, ça va créer de la nouveauté et ça peut être hyper important pour nous tous. Je suis à fond là-dedans, d'essayer vraiment d'incorporer des nouvelles marques et des jeunes créateurs et tout dans mes projets musicaux ou peu importe. Le truc, c'est que dans le rap, ça marche pas trop. Enfin, c'est pas que ça marche pas, c'est qu'en fait, la mentalité dans le rap français, elle est... Ils veulent des marques. Ils veulent montrer que ça claque. qu'ils ont de l'argent. et c'est toute une mentalité autour de ça. Et du coup, ça m'est arrivé plein de fois de ramener des jeunes créateurs et on me dit « Mais c'est qui ça ?» Non mais tranquille, genre t'aimes bien la coupe, ça te va bien, tu te sens bien dans le vêtement. Aujourd'hui, les gens qui réussissent dans la mode, ils sont disruptifs. C'est-à-dire, ils ont fait une fracture brutale avec ce qui se passait avant. Donc celui qui est content parce que il a l'air d'un cacou avec des marques, en fait, il va devoir faire un volte-face pour se dire c'est pas comme ça en fait que ça va se passer. Ici, on est dans une marque qui, à la fois, elle est très intéressante parce qu'à la fois, elle représente un establishment. Un Gucci, c'est un truc énorme. Ça représente exactement ce qui fait rêver un rappeur aussi. Ah, je vais avoir mes beaux trucs, mes GG et tout ça. Et voilà. Et ça date d'il y a longtemps. À Harlem, il y a quelqu'un qui s'est rendu très célèbre en reprenant des trucs Gucci. Donc, c'est ça, cette marque. Et en même temps, l'homme qui est directeur artistique de cette marque, il est arrivé en proposant quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce que faisait Gucci avant. Si vous prenez Demna chez Balenciaga, il est arrivé, tous ces gens ont des liens profonds qui les unissent à leur marque. Profonds, hein. Balenciaga, Demna, il explique très très clairement d'où ça vient chez Balenciaga. Mais quand vous avez vu un show Balenciaga au début, vous aviez l'impression de voir un show un peu... pas bêtement, parce qu'au début c'était pas du tout ça, mais vous voyez un truc, vous disiez mais d'où c'était complètement nouveau en fait de voir ça. Même si ça se rattachait à des valeurs anciennes. Donc c'est des gens... Je pense que c'est des bons exemples OK, chez Gucci, par exemple, à un moment donné, ils n'ont pas de directeur artistique. Et il y a ce garçon qui dit, moi, peut-être, en fait. Et tout le monde va le voir. On va le voir, on regarde ce qu'il fait. Pas tout le monde. Quelqu'un va le voir, que je connais, regarde ce qu'il fait. Et il y a quelqu'un, c'est pour ça qu'il y a toujours quelqu'un qui voit, qui dit, voilà, il n'y a plus de garçons, plus de filles, il y a plus, tu vois, il voit ça, c'est pas parce que c'est la mode, c'est pas encore la mode. Et qui se dit, mais c'est dingue, cet univers est dingue. Et qui dit, OK, on le fait. Et il y a un patron de Kering, là au-dessus, qui dit, on le fait. Enfin non, mais que des gens qui n'ont rien à voir avec ça. Pour ceux qui veulent entrer dans la mode,
Là aussi, il va falloir... Enfin, entrer dans la mode pour y faire des vêtements. Là aussi, il va falloir... va falloir oublier même Alessandro Michele, en fait. Même Demna. La mode, c'est que des gens qui attrapent ce qu'il y a eu et puis qui disent moi, je vais faire autrement. Voilà. Donc, c'est ça le meilleur conseil à donner à quelqu'un qui dit mais ouais, telle marque ne veut pas me prêter ça, c'est de lui dire mais même pas mal, quoi. Même pas mal, tu vas venir en tutu. Et c'est... moi, j'y crois profondément. Et que toute personne qui arrive disruptive, aujourd'hui, puis encore plus qu'avant, a sa chance. C'est vrai que Gucci, à un moment, avait un peu plombé en termes de DA, parce qu'il y avait... Justement, il manquait un peu cet élément fort de créativité. Et quand Alessandro est arrivé chez Gucci, je crois que c'était en 2015, en fait, il a su trouver la juste balance à ce moment-là où on était un peu plat dans la mode et dans ce qui se passait. Il a ramené un univers hyper fort, hyper coloré, qui prenait vraiment un univers genre Gucci, donc très italien, très baroque, couleur, antiquité, vintage, quelque chose qui commençait à vraiment marcher de plus en plus dans le monde dans lequel on était, parce qu'on devient de plus en plus responsable écologiquement. Donc vers 2014-2015, on commençait vraiment à être dans ces démarches-là. Lui, il a su être un précurseur de tout ça, qui est aujourd'hui la norme, et l'amener dans une maison de luxe. Et c'est là que ça a été... en étant inconnu. Voilà, et c'est là que ça a été hyper intéressant. Enfin, c'est là où Gucci a été très fort de le prendre en tant que DA, parce que, en fait, il a su être un peu le DA des jeunes, et justement, qui mélangent du rose et du vert et du jaune, et qui explosent de couleurs, et qui, en même temps, les hommes mettent des bijoux, et les femmes, une cravate. Ouais, voilà, exactement. Enfin, ça partait dans tous les sens. Et moi, je me rappelle quand Alessandra est arrivée chez Gucci, j'étais pas du tout encore styliste, j'étais étudiante, et je voyais, surtout à l'époque, toute cette communauté asiatique qui explosait de couleurs. Je voyais des photos dans les magazines, sur Internet, même de voir les vitrines de boutiques. Et moi, j'avais l'impression de voir, je sais pas, mes poupées et mes teddy bears, quand j'étais petite, et que je les trempais dans de la teinture. Tu faisais ça, toi? Ouais, j'étais folle. et j'avais l'impression, vraiment, de voir ces grosses fourrures roses avec des pantalons jaunes. Et je me disais, ouais, mais c'est dingue. Enfin, là, on s'éclate. Là, on rigole. Alors qu'avant, les marques qui marchaient vraiment bien, tu avais des Saint-Laurent et tout, où c'était très noir, très taillé, assez strict. Et donc là, on a vraiment cette explosion, et c'était fresh, quoi. En fait, comme on disait, avec les réseaux sociaux, c'est vraiment cool que la mode, c'est pour toutes et pour tous maintenant. Mais le problème, c'est que parfois, moi, je me sens comme... Il y a 1000 meufs qui habillent comme moi. Pardon, je suis américaine, donc je ne parle pas français. Mais du coup, il y a 1000 personnes qui habillent le même. Et parfois, on se sent un peu perdu dans les réseaux sociaux, et on a un peu mal de s'identifier et de trouver notre propre style, on peut dire. Donc, est-ce que vous avez des conseils par rapport... justement l'innovation et comment se distinguer? Je ressens parfois ce que tu dis. Il faut des gens qui créent un univers. Il faut réfléchir. Et quand je dis réfléchir, c'est simplement être silencieux un jour, lâcher son téléphone et se dire, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de montrer? Parce que ce que tu dis, c'est un truc très important, c'est que si on est à un moment donné submergé et qu'on se dit, oh là là, mais j'en peux plus, en fait, c'est parce que des gens en amont n'ont pas réfléchi à ce qu'ils faisaient. Le réseau social est l'outil de tous, et donc il est forcément un outil imbécile. Et c'est aussi pour ça qu'il y a de la place. On croit que c'est un monde créatif, mais il ne l'est pas forcément. Tout le monde y va, et les gens qui vont savoir comment créer dessus, c'est ceux-là qui vont émerger, quoi. Tu dis, si j'ai bien compris, que en fait, beaucoup de gens se ressemblent sur les réseaux sociaux, et du coup, comment faire sa place? Parce que tu te sens un peu genre outsider. Oui, c'est ça. Mais ta force, c'est le fait d'être un outsider. Tu n'as pas besoin de te conformer à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je vois
comme tu es habillée aujourd'hui, tu vois, d'avoir mis cette musette par-dessus ton pull. Enfin, c'est ton style à toi et c'est propre à toi-même. Et genre, own it, tu vois, sois fier de ça, sois fier de ce que tu fais, de la direction dans laquelle tu vas. C'est ce qu'on essaye de dire depuis tout à l'heure avec Sophie. C'est que à partir du moment où tu te conformises dans ce qui se fait, c'est là que tu es plus intéressant. Mais moi, je pense que ça a une valeur, en fait. Ce look que vous essayez de vous donner, que vous réussissez à vous donner. Alors, qu'est-ce qui fait un bon look? Pour moi, un bon look, déjà, c'est quelque chose qui retransmet une émotion. Le matin, je me réveille, je peux me mettre en jogging full Nike parce que j'ai la flemme. Et ça arrive. Ou je peux très bien me mettre une paire de talons acné complètement bizarres et partir dans un délire chelou parce que ce jour-là, je me sens créative et que j'ai envie. Donc pour moi, un bon look, c'est déjà un look qui transmet une émotion et aussi, pour moi, quelque chose de texturisé. Après, ça, c'est quelque chose qui parle à chacun. Mais, la matière. Ouais, j'aime beaucoup les matières. Et... ça m'arrive rarement, à part quand je porte un jogging Nike, de porter du coton, par exemple. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime le cuir, j'aime le latex, j'aime plein de choses. Après, tu le trempes dans la peinture. Ouais, voilà. Je coupe une manche, je sais pas, tu vois. Et pour toi, Sophie? Je pense un peu comme toi. Pour moi, un bon look, c'est que ça a à voir avec la grâce. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils pensent qu'ils ont un bon look, mais en fait, il n'y a pas de grâce. Il n'y a pas... un jour, je donne un exemple, j'ai vu passer un garçon dans la rue, magnifique, il ressemblait un peu, d'ailleurs, voilà, alors prenons-le comme exemple. Il lui ressemblait un peu, et il avait une immense salopette de jean, il avait un blazer bleu marine, et il avait le blazer sous la salopette, c'est-à-dire qu'il avait mis comme un t-shirt le blazer. Magnifique garçon, avec des espèces de tongs, des espèces de grosses claquettes. Il est passé, j'étais dans un terrasse, je me souviens encore de ce café qui était en face de Feu Colette. Je l'ai vu passer et j'ai dit, mon Dieu, mais regarde-moi ça, ça me met en apesanteur, j'ai dit à la personne. Et qui m'a dit, personne ne peut s'habiller comme ça. Et justement, le personne peut s'habiller comme ça, c'est le début de, je peux peut-être aller prendre quelque chose, je peux peut-être aller faire quelque chose avec ça. Et ça a à voir avec la grâce. C'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup les looks qui sont faits sans argent. C'est-à-dire, les gens... moi, je passe des heures chez Fripstar, des heures et je vois tous ces gens de votre âge en train de s'acheter des trucs, et puis ils essaient, puis c'est trop grand. Et ils sont même pas en train de dire, je vais couper, etc., quoi. Ils sont... voilà. Ils se prennent le truc trop grand. Voilà. Un bon look, c'est parfois ou trop grand ou trop petit. Mais on a réussi... On a réussi son coup, quoi. Puis c'est l'accident qui vient avec le vintage. Parce qu'à 10 € ou 15 €, vous avez un vêtement, bien sûr, il a des choses qui ne vont pas et ça crée des accidents. C'est ça le bon look aussi. Et puis il y a du vécu, il y a une histoire, genre il y a des choses qu'on ressent, quoi. C'est comme on veut tous transmettre une histoire. Pour moi, un vêtement, ça transcrit ça, quoi. Entrer dans la mode sans argent. C'est quand même un gros sujet, parce qu'on peut faire de la grande théorie, mais à un moment donné, cette question est très importante. Des gens, beaucoup, sont entrés dans la mode sans argent. En fait, si on regarde, c'est même ahurissant le nombre de gens qui sont entrés sans argent. Il y a eu quelqu'un qui est entré dans la mode sans argent qui s'appelait Dapper Dan. Il y a des gens qui savent qui est Dapper Dan? Oui, là, je vois le... c'est quelqu'un qui allait justement dans des boutiques de luxe à New York de la 5e avenue. Lui, il vivait à Harlem, extrêmement pauvre. Et il achetait ce qu'il trouvait, des housses. Il prenait, enfin, il achetait le truc le moins cher. Les housses à chaussures, je sais pas quoi. Et puis il revenait et puis il fabriquait des blousons. Il rajoutait à des blousons des choses. Enfin, cet homme a eu beaucoup de succès. Tu connais, toi, Dapper Dan, toi, c'est idole pour toi, non? Ouais. Si, justement, les artistes rap et musique portent autant de Gucci, c'est grâce à Dapper Dan, parce que il a vraiment parlé à toute une communauté dans les années 80. Et aujourd'hui, cette esthétique-là, elle est ancrée dans la marque Gucci, en fait. C'est pour ça qu'ils ont fini par travailler avec lui.
après lui avoir créé des petits ennuis parce que c'était pas facile. Il prenait des choses de marque et il les utilisait. Donc les marques, elles n'ont pas été contentes. Et puis après, on a fini par comprendre avec le temps, une autre génération disruptif, hein, toujours le côté disruptif, a fini par comprendre que ce que faisait cet homme, c'était absolument extraordinaire. Moi, c'est mon travail d'aller voir des défilés de luxe. Et je me dis tout le temps que c'est complètement obscène si le luxe ne fait que créer des désirs pour des gens qui ne peuvent pas se l'offrir. C'est pour ça que c'est important de pouvoir s'approprier l'esthétique d'une marque. Et c'est important aussi que cette marque, elle rencontre son époque. On a toujours l'impression que quand on n'a pas d'argent, quand on n'a pas les moyens, en fait, la mode, ça va être plus difficile d'aller dedans. Je crois pas, je sais pas. Je pense que la mode, c'est un milieu qui a prouvé que tous les gens qui avaient les moyens faciles pour entrer dedans n'avaient pas les nerfs pour être dedans, en fait, la plupart du temps. Et que c'est pas eux qui avaient les idées. Et que donc, moi, j'ai fini par me dire que la mode, c'est pas un milieu fermé, en fait. De toute manière, la mode l'a prouvé qu'elle n'était pas fermée. C'est un milieu dans lequel des gens peuvent être enfermés, complètement différents. Tu as remarqué, toi, que c'était un souci de ne pas avoir de sous là-dedans? À la créativité? Honnêtement, oui. Enfin, je ne suis pas forcément d'accord. Ouais, vas-y. Je pense que la mode, ça reste un milieu privilégié. Et il faut pas... je ne peux pas faire comme si ça ne l'était pas. Parce que ça reste un milieu où il faut pouvoir se payer des écoles, pouvoir payer toutes ses fournitures pour une collection, pouvoir juste... payer son loyer dans la ville où est l'école. Je trouve pas que ce soit hyper inclusif pour tout le monde. C'est des choses qui doivent changer. Je pense que ce n'est pas du tout inclusif. Je pense aussi que c'est un système qui a créé l'idée même de l'école de mode. Moi, j'ai 22 ans actuellement. Je suis en stage de fin d'études et à côté, depuis 3 ans, j'ai créé ma marque de vêtements. Et comme on en a parlé tout à l'heure, je crois en mon projet parce que j'ai une ADN qui est assez forte. Je parle d'écologie, je parle de féminisme et plus particulièrement de la libération du corps des femmes. Et voilà, donc je travaille en collaboration avec parfois Louane, qui est modèle, qui poste pour moi gratuitement, avec Nour qui m'aide sur les réseaux sociaux, avec des vidéastes et des photographes et tout ça en collaboration. Donc j'arrive à créer un bon contenu et j'ai eu de la chance, il y a 2 ans, d'être soutenue par une influenceuse qui m'a aidée à atteindre plus ou moins 4000 abonnés. Mais maintenant en tant que stagiaire, j'ai pas d'argent et en fait, je ne peux pas, par exemple, acheter du contenu publicitaire sur Instagram pour être sponsorisée. Je ne peux pas acheter un local pour faire un pop-up store une journée sur Paris. Et je sais que c'est ça qui marche maintenant. Et je pense que j'ai épuisé un peu toutes mes ressources pour faire du contenu gratuitement. Mais comment faire maintenant pour continuer à essayer de me faire connaître, à essayer de vendre mes créations à un plus grand nombre quand quand je peux investir 50 € par mois dans ce projet, quoi. Moi, je suis quelqu'un de très honnête et je réponds à ta question honnêtement. Après, tu es encore très jeune, donc je te dirais de continuer à trouver des nouvelles personnes avec qui travailler. Il y a aussi des résidences d'artistes, tu vois. Enfin, il y a des festivals, tu vois, Festival de hier, enfin, des compétitions aussi dans lesquelles tu peux rentrer pour te faire sponsor et toutes ces choses-là. Après, malheureusement, on est quand même dans un milieu où l'argent, ça compte. Fais ce que tu peux pour soit te faire sponsoriser par des grosses enseignes qui peuvent le faire, ou trouver des moyens d'investir dans ton projet, tu vois, parce que, on est dans un milieu où les choses coûtent cher. Et créer sa propre marque, moi, c'était mon rêve. Et je te le souhaite, mais ça coûte beaucoup d'argent et il faut trouver le moyen de le faire, quoi. Pour répondre à ta question sur le design et comment économiser et développer un peu plus ton projet, j'ai pris quelques notes du coup. En vrai, comme tu commences un projet, au début, tu connais personne et tu sais rien faire. Donc il faut que tu apprennes à tout faire tout seul, ta communication, ta comptabilité, ton marketing, etc. Ça, c'est la base. Et après, tu fonctionnes sur la méthode du MVP. Les premiers gains que tu as, tu les réinvestis et c'est comme ça que tu vas réussir à faire. Pour exposer tes pièces, du coup, tu peux exposer dans des galeries solidaires, dans des bars, restaurants, etc., comme la recyclerie à Porte de Clignancourt. Tu as des marchés où tu peux exposer à titre gracieux souvent tes œuvres.
et ils sont archi friands de ce genre de projet. Tu peux demander à exposer dans des concept stores. Si ton projet il est chaud et que le concept store valide, ça peut le faire aussi. Et ça peut te donner une plus grande expo. Tu peux placer ton produit sur des artistes via des stylistes. Tu peux faire incuber ton projet dans une pépinière d'entreprise. T'en as qui sont spécialisés mode sur Paname comme la Caserne. Tu vas apprendre à placer ton argent intelligemment et dépenser le moins possible de la façon la plus efficace. Je sais pas si tu captes. Bah dis donc, merci. Mais on peut dire que quand on n'a pas d'argent, on doit être un génie du contournement. Et il faut trouver comment s'y prendre. Toi, tu l'as créé, ce que tu portes. Ben voilà, tu vois, depuis tout à l'heure, je regarde sublime imprimé. Ben, ceux qui vont créer, ils vont être moins engloutis dans des milliards de créations, parce que ça va se réguler comme ça, à mon avis. D'ailleurs, on voit bien qu'on la remarque. Moi, je ne suis pas vraiment dans la création. Moi, je voudrais devenir journaliste de mode. Donc, je m'intéresse beaucoup à ce que font voilà, tous les créateurs. Et c'est vrai que nous, on est jeunes. Avec les réseaux sociaux, on a l'impression que les choses elles vont super vite, alors qu'au final, pas du tout. Et c'est vrai, donc lui, il a donné tout l'aspect technique. Mais en fait, si tu n'as pas le mental, mais c'est mort. Genre, tu ne vas pas avancer. Il y a des créateurs comme ça qu'on a entendu parler un petit peu. Aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont parce que justement, ils n'ont pas eu le mental, ils n'ont pas été solides. Ils n'avaient pas cette expérience, en fait. Donc, franchement, il faut vraiment qu'on prenne juste notre temps. Les choses, elles vont se faire petit à petit. Et la dernière chose que je vois, c'est que, ok, créer, c'est super bien et tout, mais aujourd'hui, les gens, ce qu'ils aiment, c'est soit les concepts. Donc, c'est soit tu trouves un super bon concept et du coup, ça pète. Soit c'est ta personnalité, tu te mets en avant et le public, il apprécie qui tu es, donc du coup, il va vouloir te soutenir. Voilà, je sais que c'est compliqué quand on est jeune créateur. Je trouve qu'en France, on ne les met pas assez en avant. Donc, c'est possible, c'est compliqué, mais c'est possible. Et si ça n'arrive pas maintenant, c'est pour une raison. Mais il faut juste vraiment vous accrocher à votre vision. Comme ça, c'est là où vous saurez que c'est exactement ce que vous voulez faire. Tu es journaliste de mode ou tu veux devenir Voilà un exemple d'un secteur où, franchement, il y a tout à réinventer. Hein. Vous savez, le truc qui terrorise tout le monde, que ce soit un bureau de presse, que ce soit un studio de création, c'est de démoder. Donc, quand ils ont vu arriver cette mode de dire non, mais on remet tout en cause, en fait. Si on a envie de se mettre une jupe sur un pantalon, on le fait. Bien sûr, il y a eu ça jadis dans les défilés, les gens qui disent de mon temps. Mais là, c'est plus ça. Là, c'est carrément, je ne sais combien de gamins en France qui se disent c'est comme ça, naturellement, que je me mets, en fait. Donc la mode, elle a tellement peur d'être démodée qu'elle va se tourner vers des nouveaux profils. Peu importe votre parcours et dans quoi vous êtes, restez vrai à vous-même et retranscrivez votre créativité à travers ça. Et voilà. Merci d'être venu regarder nos deux visages, écouter tout ce qu'on avait à dire. Nous aussi, on a regardé bien vos visages, je peux vous dire, parce que on voit des choses sur vos visages. Je pense que vous le savez. Je pense que s'il y a bien un truc en quoi vous avez confiance, c'est que vous avez bien compris que vous savez cette grammaire de l'apparence et elle est vachement importante, quoi. C'est un langage. Donc merci d'être venu ici. Merci à Gucci de nous avoir accueillis. Et merci pour toutes vos questions, votre intérêt envers notre travail et ce qu'on fait. Et ouais, croyez en vous et continuez à bien bosser et ça va venir. Voilà, merci.